Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, l'espace d'un podcast en duo, comme à l'accoutumée pendant les vacances scolaires. Vous doutez de qui je parle évidemment, hein, de Jules Melon qui est avec moi. Bien sûr, on est profs tous les deux, donc on profite de ces moments de trou, puisqu'on a beaucoup de vacances et ça c'est beau, pour pouvoir discuter, échanger. Alors sur sa chaîne, ce sera comme d'habitude sur Takashi Miike. On a encore pléthore de films à faire chez Miike. Par contre, en ce qui concerne Alexandre Bustillo et Julien Maury, on arrive à la fin de leur filmo. Donc tout d'abord, voilà, avant de nous lancer, Julien, bienvenue, merci de ta présence comme d'habitude, et puis comment vas-tu ? Salut Romain, salut la compagnie, comme je dis souvent. Écoute, ça va fort bien, ces vacances presque touchent à leur fin, au moment où on enregistre cet épisode, mais toutes les bonnes choses ont une fin, tout comme du coup la filmographie de Bustillo-Maury, même si on peut être sûr qu'ils en sortiront d'autres derrière, j'espère pour eux en tout cas. Ouais, et là on va parler de quoi alors un film qui est au cinéma, c'est ça ? Voilà, on va parler d'un DTV. Alors, c'est vrai qu'il y a cette petite confusion, c'est effectivement pas leur dernier film dans les faits. Il s'agit donc de Kandisha, mais il est sorti un petit peu plus tardivement, puisqu'il est sorti en novembre 2021, soit quelques mois après la sortie salle de The Deep House, qui est sorti, il me semble, en juin 2021. Donc peut-être qu'il a justement profité de la sortie et du relatif succès, on va dire, en tout cas, et le fait que le film ait fait un petit peu de bouche à oreille et que ça a un peu fonctionné de The Deep House pour sortir justement ce Kandisha, qui est un film assez étrange. Donc il nous restera au passage plus qu'un film à peut-être rééchanger par la suite, qui est sur The Deep House, et après peut-être que nous enchaînerons sur un autre réal, qui sait, ça pourrait être fort intéressant. Donc, Kandisha, de quoi ça parle très très rapidement, on est dans quelque chose, alors, on va pas poser tout de suite les références puisque c'est quand même un film très référencé, mais on y viendra un petit peu plus tard. On suit un groupe d'adolescentes en banlieue, enfin d'adolescents et d'adolescentes d'ailleurs, mais on suit principalement les filles, qui pour le coup, dont l'héroïne, enfin dont le personnage principal qui est de ce groupe de filles, alors, j'ai plus son prénom, je sais plus si tu as le prénom en tête, je vais essayer de regarder en même. Amélie qui est la blonde. Oui, tout à fait. Bintou qui est sa camarade d'origine africaine. Oui. Et tu as Morjana qui est d'origine maghrébine. Elles font un trio tout à fait. Indissociable qui, c'est les meilleures copines du monde et il va leur arriver pas mal de bricoles, n'est-ce pas ? Tout à fait, puisque là en tout cas le personnage principal qu'on suit effectivement a un ex-copain qui n'est pas très sympathique au demeurant, qui va l'agresser. Et tout ça sous fond bien sûr de légendes urbaines, puisqu'on va apprendre ça même avant cette agression-là, le personnage de Kandisha, qui est une légende marocaine, qui justement lorsqu'elle est invoquée par une femme va venir venger la femme blessée. Et la jeune fille, donc après cette agression, va se retrouver à vouloir se venger de ce petit copain, et dans un ultime geste de désespoir, si je puis dire, en train de pleurer toutes les larmes de son corps dans sa salle de bain, va invoquer Kandisha, d'ailleurs sans penser au fait que ça fonctionnera. Et très bizarrement, pour rester au tout début, pour le coup, son ex-copain va mystérieusement être assassiné ou subir un accident étrange, si je puis dire. Et à partir de ce moment-là, les hommes qui sont autour d'elle vont un à un se faire tuer. Serait-ce Kandisha qui se serait matérialisé, et l'invocation aurait-elle marché, aurait-elle fonctionné, et que va-t-on pouvoir faire face à ce danger surnaturel ? En gros, à partir là-dessus, très simplement, c'est un slasher, parce qu'il y a quand même une dynamique de slasher dans un cadre de banlieue, mais je pense que je te poserai une question à la fin, puisque je pense qu'on fera un petit topo sur le cinéma fantastique dans les banlieues, parce que je trouve que c'est un truc intéressant dont on avait parlé déjà un petit peu en off. Donc dans un premier temps, qu'as-tu pensé de cette découverte de Kandisha ? Alors, c'est un film que je trouve très original dans la filmographie du duo, tout comme l'a été en même temps, on va dire, The Deep House. On voit qu'ils ont envie de tenter des choses, parce que quand on y pense, The Deep House, il faudra que je le revoie, j'ai quelques réserves, mais peut-être que le revisionnage sera intéressant. Et Kandisha, ça sort de certains codes de films noirs, même à la française, et de ce qu'ils avaient fait avant. Où avant, on avait quand même, j'allais dire des hommages à certains films. Ici, il y a un gros clin d'œil, un clin d'œil très 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 appuyé, puisque Aïcha Kandisha, on voit à quoi ça fait référence. En plus, on est dans une banlieue. Pour le cinéma français ici, on a quelque chose d'assez neuf, tout en reprenant les codes, il n'y a pas de surprise non plus. Et je trouve qu'il y a aussi un soin esthétique porté à l'ensemble. Dès le premier plan d'ailleurs, arrivé avec un drone, on plonge dans ce décor-là. Et après, des petites scènes de meurtre bien pensées et tout. Après, cette histoire de malédiction qui est réelle, c'est une vraie légende, Aïcha Kandisha, qui sont allés chercher quelque chose qui existe. Voilà, on se retrouve avec une créature plus ou moins démoniaque, vengeresse, et ça suit, on va dire, une sorte de
cahier des charges habituel, mais alors il y a un décalage qui se fait forcément, parce que quand on voit ces jeunes parler entre eux, ma foi d'ailleurs de façon assez réaliste, hein, même si bon, il y a des petits dialogues un peu forcés sur certains points qui vont avoir des importances plus tard, mais c'est comme ça qu'un film est écrit. On est dans un contexte qui peut être assez inattendu au début, quand on les voit manger leur grec dans le petit resto local, etc. On ne s'imagine pas ce qui va se passer derrière, mais ça fonctionne plutôt bien. Après, le souci, c'est que le film tourne un peu en rond, et que tu as très vite à peu près fait le tour du truc, et que sur les 1h25, c'est compliqué de tenir ça en long métrage. Ça aurait fonctionné, je pense, beaucoup mieux en moyen métrage, en épisode, tu sais, d'une série d'horreur, etc. Une anthologie, quelque chose comme ça. 40 minutes, je pense. Là, tu vois, t'as la redondance. Dès que tu sais à un moment que Aisha Kandisha, si tu l'invoques, elle va tuer 6 hommes, bon tu fais la liste, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a, tous les hommes autour, ils sont 6, bon, ils vont tous y passer. De façon plus ou moins gore, il y a des bons petits moments bien gorasses, quand même, on prend plaisir, avec une tête écrasée, des personnages déchiquetés même. Dans des contextes, à un moment, à la maternité, c'est quand même bien violent, je trouve. Voilà. Donc ça fonctionne, mais et malheureusement, il y a aussi certaines choses où je trouve que le duo n'est soit pas allé au bout du truc, soit a été trop, soit peut-être, alors je sais pas comment expliquer, le fait d'intégrer ça dans un domaine de banlieue fait qu'ils vont placer des stéréotypes qui vont plus ou moins rester des stéréotypes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, le film, je sais, a été très critiqué. Certains y ont vu même une méconnaissance du milieu, du racisme. Moi, je suis totalement en faux contre ça. Il n'y a pas de racisme du tout. Pas du tout, oui. Mais parce que c'est vrai qu'ils vont rester en surface sur certains trucs, donc t'as un peu l'impression que si jamais tu prends pas de recul, parce que parfois ils traînent en longueur, mais sur certains points c'est pas assez approfondi non plus. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Mais bon, c'est un peu le cul entre deux chaises. Mais après, les actrices se débrouillent correctement. C'est pas du grand art au niveau de l'acting. Mais bon, c'est pas ce qu'on attend non plus. À noter qu'il y a un acteur connu dans le lot, un certain Sandor Fontek, qui a joué récemment Kulchen dans un biopic sur NTM. Voilà. Ok, je savais pas du tout. Je l'ai reconnu, là, j'ai dit tiens, il est là. Mais bon. Donc c'est un film à voir parce qu'il est original, mais il va quand même rester dans les codes. Et je crois qu'on peut parler aussi de l'influence principale d'un film qui est sorti il y a 30 ans, il me semble. Non 92, donc oui, c'est 30 ans, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en plus Candyman, le titre, mine de rien, même si évidemment c'est pas quelque chose qui est choisi, puisque effectivement, comme tu disais, la légende urbaine existe, puisqu'ils le disent d'ailleurs assez bien en interview. C'est quand ils traînaient un petit peu parce qu'ils sont restés dans les milieux marocains en banlieue et le nom d'Aïcha Kandisha ressort en fait beaucoup. C'est quelque chose qui a encore, c'est une légende urbaine qui gravite encore beaucoup, qui se battent beaucoup dans les milieux marocains français entre autres, parce que c'est ceux, il me semble, dans lesquels ils ont été se balader pour un petit peu apprendre tout ça au niveau de la légende en tant que telle. Et c'est intéressant parce que Kandisha ramène déjà d'emblée. Et c'est le film dont on a parlé qui est Candyman en fait, parce que il y a le Candy au début, c'est quand même assez amusant que en termes simplement de mots, on retrouve la chose. Et tu parlais tout d'abord du premier plan avec ce travelling aérien qui rentre progressivement dans la banlieue. Ça ramène directement quand même au générique de Candyman avec ce plan général sur la ville qui allait du centre de la ville jusqu'à la banlieue de Cabrini Green. Et on avait presque cette idée de rentrer et de nous emmener dans ce nouveau lieu qui sera le récit un petit peu de la tragédie. Et effectivement, je suis totalement d'accord, le film est très proche. Quand tu disais justement que tu trouves que parfois justement il creuse peu de choses, en fait il reste beaucoup en surface. Si je ne déforme pas tes propos, je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi. Oui, d'ailleurs j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'ils se sont un petit peu contenus en surface parce que peut-être qu'à un moment ça allait faire trop hommage, voire potentiellement plagiat de Candyman. Parce que Candyman, pour le coup, l'approfondit bien le côté social. Voilà. Mais à mort, quoi. Et c'est ça l'intérêt du film, justement, en plus dans un contexte américain. Et là, peut-être qu'à un moment, ils se sont dit, tiens, on va peut-être en profiter pour aller sur l'aspect plus social, mais peut-être que s'ils se sont dit, oui, mais c'est vrai que déjà, ça fait... On est très fan de Candyman, on le montre, on va peut-être pas aller au bout du truc. Cependant,
on a un autre regard intéressant, c'est aussi la condition de la femme. Alors, que ce soit dans notre société moderne ou en banlieue, et ici ce sont les hommes qui sont mis au pilori, notamment le harceleur, son ex au début, qui en fait, c'est assez terrible quand même quand on y pense, par son acte du début, il va condamner tous les hommes autour qui gravitent. Tout à fait, oui. Alors que la plupart des autres autour, bon, à part qu'ils aient un petit peu une grande gueule et tout, c'est pas des méchants. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Ils sont les garçons. Le petit frère aussi, il y a le petit frère qui va être menacé sans en dire plus. Enfin, c'est assez glauque. Donc, ou même le père d'une des héroïnes aussi, enfin des groupes de jeunes adolescentes aussi. C'est une condamnation globale par rapport à une erreur d'un mec là et derrière, bon, en même temps, elle a pas, en la convoquant déjà, elle y croyait pas trop. Oui. C'était sur le coup parce qu'elle était en dépression totale et pour cause, elle était pas bien. Elle était pas bien du tout. Elle s'était fait agresser, voire même violer, hein, clairement à ce niveau-là. C'est ça, oui. Du viol. Et ben oui, elle avait pas calculé que si en plus donc cet esprit venait, il y avait 6 hommes qu'elle devait prendre. Donc, malheureusement, après, elle va se sentir forcément coupable en tant qu'invocatrice. Et ce que tu as dit est très intéressant parce qu'on voit qu'ils ont quand même travaillé la légende parce que après on va dire approfondir cela avec de l'exorcisme. On va dans une mosquée, il y a un recteur qui va chercher un imam exorciste. Alors ça c'est un petit peu, c'est un peu gros. C'est-à-dire cette banlieue, ils avaient coup de bol, ils avaient un imam exorciste qui venait direct du Maroc, qui parle même pas français, qui était là en train de se cacher, on sait pas trop. C'était pratique quand même. Mais c'est assez amusant parce que on parle de Candyman justement, et ça, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, je trouve que dans Candyman, en fait, le côté social en plus est facilité par le fait que le personnage d'Hélène est une doctorante, est une étudiante, pour le coup elle est en recherche, donc c'est vrai que le point de vue ethnologique, anthropologique sur la banlieue, il est posé d'emblée. En plus elle vient de l'extérieur, là on est plutôt à l'inverse, on est posé à l'intérieur, on suit l'histoire des habitants même de la banlieue, de ces laissés pour compte qui étaient plutôt étudiés de manière encore une fois anthropologique chez Bernard Rose. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est très intéressant sur cette partie-là aussi, au-delà de Candyman, moi je trouve que cette séquence-là de l'exorcisme, je la trouve très drôle parce que elle me fait énormément penser. En plus, l'issue est la même en fait à la séquence d'exorcisme dans Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Alors je me pose la question s'il y a cette envie aussi de faire un hommage à cette séquence-là, qui est une séquence qui flirte avec le psychédélique, avec pas mal d'effets qui sont assez rigolos, et qui est à la lisière du grotesque continuellement, et qui me fait beaucoup penser à la séquence de Jusqu'en Enfer. Et encore une fois, la fin, ce qui advient à l'exorciste, c'est potentiellement exactement la même chose, et le fait que cet exorcisme, de toute façon on spoil ici, c'est pas grave, mais que l'exorcisme ne fonctionne pas en tant que tel, grossièrement le démon a juste quitté la séance, c'était exactement le même rebondissement qu'il y avait dans l'exorcisme dans Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Oui, puis c'est intéressant, ça permet un acte final autre, oui. Dans le sens où il y avait 2 possibilités de se débarrasser de Aïcha Kandisha, donc l'exorciser, et alors, hop, au début, il refuse, le recteur, de dire ce qu'il a entendu de l'imam. Non, il n'y a qu'une façon de s'en débarrasser. Mais au final, puisqu'on est dans les spoilers, spoilons allègrement, spoilons gaiement, comme tu dis. Au débeauté. Au débeauté, tout à fait, comme ça, on a la totale d'un coup. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, l'autre possibilité de se débarrasser de Kandisha, c'est que l'invocatrice se sacrifie. Voilà, allez, au revoir. Donc du coup, on sent que, alors, soit qu'elle se sacrifie, soit que Kandisha ait pris les 6 hommes. Tout à fait. Sauf qu'il y a un léger souci. La 6e victime potentielle s'avère être le petit frère de l'invocatrice. Et là, ça crée un instant dramatique qui quand même est malheureusement un petit peu rapidement balayé sur la fin. Je sais pas ce que tu en penses. On est dans les spoils, la façon dont elle se sacrifie. Il y a beaucoup de hors-champ dans le film, j'ai remarqué d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Il y a pas mal de hors-champ. Il y a un meurtre, par exemple, qu'on ne voit pas. L'imam, je crois le recteur, il se fait trucider, mais on le voit pas vraiment. Mais il y a quand même en fait, je trouve ce qui est intéressant dans les meurtres, pour le coup, parce que là, pour le coup, il y a une mécanique quand même de slasher. C'est très progressif, en fait. Il y a vraiment un crescendo, c'est-à-dire qu'effectivement, le premier meurtre, qui est celui de l'ex de l'héroïne, on ne le voit pas, beaucoup puisqu'il se fait percuter par une voiture, s'il me semble. Le deuxième est un tout petit peu plus graphique, c'est le meurtre de son copain Black, pour le coup, qui se fait tuer dans sa cuisine et qu'on ne voit pas. Ensuite, il y a le meurtre, mais qu'on voit un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on le voit l'agresser, mais on le voit juste chuter du haut du truc et s'écraser en bas du bâtiment.
Ensuite, il y a le meurtre tu le disais, où il y a pour le coup dans la maternité, où on voit un peu plus et on voit surtout le résultat très crade. Et le point culminant, il y a le meurtre dans le hammam aussi, qui est pour le coup extrêmement graphique, jusqu'à l'explosion du meurtre du père de l'autre jeune fille, où là pour le coup on a vraiment un arrachage en deux d'une personne. Donc je trouve qu'il y a un vrai crescendo dans les meurtres, où on part du hors-champ jusqu'à quelque chose finalement de très très graphique. Et puis en plus c'est le personnage le plus attachant qui meurt de façon plus horrible. Oui, il a une mort absolument atroce, effectivement. Mais bon, après c'est vrai que le sacrifice final, c'est déchirant, hein. Elle est touchante, ça a fonctionné sur moi en termes de... Je trouvais effectivement émotionnellement que ça fonctionne, mais comme tu disais, c'est effectivement un peu vite expédié. C'est ça, c'est que tout le final, dans cette cage d'escalier, d'ailleurs, au milieu, voilà, un cadre final horrifique très urbain, ouais. C'est bien d'avoir utilisé, du coup, ces bâtiments, souvent, malheureusement, construits plus ou moins à la va-vite, et au-delà de toute, on va dire, convenance esthétique. Voilà, ça date, hein, maintenant. Ça me fait penser, mais rien à voir, à un film qui s'appelle Gagarine. Oui, c'est pas du tout dans l'horreur, qui est sorti il y a 2 ans, qui est très 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 bon. 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, enfin bon, il y a pas longtemps en tout cas. Donc voilà, on est dans ce milieu-là qui est propice potentiellement à l'angoisse et à la terreur. Pour peu qu'il y ait peu de lumière, que ce soit bien. D'ailleurs, c'est plutôt bien éclairé. Et, la photo est belle. Il y a du bon photographe derrière. Un bon chef-op, on peut citer, hein, s'appelle Simon Roca. De toute façon, il y a toujours de l'esthétisme latent chez Agostino Mori. Ils ne font pas du cinéma sans prendre le soin avant. J'imagine que ça doit être pas mal storyboardé et tout. Je ne sais pas comment ils travaillent. Mais bon, c'est vrai que du coup, la conclusion arrive rapidement. Et dans le hors-champ, même limite, tu l'entends pas tomber. C'est bizarre en fait comme fin. Bah tu comprends pas, effectivement. Moi j'ai sur le coup, alors effectivement peut-être que c'est pour laisser un pan de suspense avant de vraiment avoir la révélation finale. Mais c'est vrai que moi tu te rends pas, la première fois que je l'ai vu en tout cas, je me suis pas vraiment rendu compte sur le coup de ce qui se passait. J'ai pas trop compris la séquence finale jusqu'à effectivement qu'on découvre la plongée sur le cadavre dans la cage d'ascenseur, puisqu'elle se jette du haut d'une cage d'ascenseur. Et ouais, c'est pas excessivement clair. Effectivement, ça arrive un petit peu vite. Alors, demeure pas moins que je trouve que finalement la séquence qui arrive après est assez touchante. Et puis avec cette idée du passage à l'âge adulte, avec la tour dans laquelle elles taguaient quand elles étaient adolescentes, et finalement ce moment, c'est leur innocence finalement qui est perdue, et le passage à l'âge adulte quand ce bâtiment dans lequel elles taguaient s'effondre, puisque c'est quand même ça qui file tout le film, mais assez intéressant je trouve et assez touchant. Là où j'ai pensé à Gagarine, hein, parce qu'il y a aussi cette histoire-là. J'y ai pensé aussi. Un bâtiment qui représente beaucoup et qui va être détruit, et un personnage qui refuse d'en partir. Et du coup, après, même le gamin, pour lui, bon, adolescent, il est même pas encore ado qu'il est déjà marqué. Ouais. Et justement, après, il va faire, alors, une bêtise, on sait pas, mais par dépit, parce qu'il veut retrouver sa sœur, il va invoquer donc Kandisha, mais Kandisha, c'est sa sœur maintenant. Elle a pris la place de Kandisha, et donc il retrouve sa sœur comme ça, avec une fin qui pourrait ouvrir un Kandisha 2 hein, en soi. Et qui est, dans les faits, qui est la même fin que Candyman, quand l'ex-mari d'Hélène, qui après la mort d'Hélène dans le brasier, est complètement détruit par ça, puisqu'il l'a trompé et qu'il l'a laissé en finir finalement et aller jusqu'au bout, va répéter le nom de Candyman devant le miroir, et plutôt que Candyman apparaisse, c'est Hélène qui apparaît derrière lui et qui est devenue le nouveau Candyman aussi. Ça a l'idée de transmission. Voilà. Du mal à travers le mal subi par le personnage à cause du mal. Tout à fait. Vous me suivez ? Mais ça peut très bien donner lieu à une suite, mais je pense pas qu'il y aura une suite. Parce que c'est plutôt des metteurs en scène et scénaristes de Mori qui ont plusieurs, qui, à mon avis, envie de mettre des nouvelles idées en scène plutôt que de faire des suites. Je pense pas que c'est le genre. Enfin, on sait jamais, hein. Puis je pense pas que le film ait eu un grand succès ou une répercussion, malheureusement, avec sa sortie VOD. Oui, après, il est sorti en DVD Blu-ray, donc j'en sais rien s'il y a eu, comment on va dire, pas mal d'achats derrière, mais malheureusement, comme très très limité sur ce film. Et c'est dommage parce que, quand on y pense, il aurait fallu le sortir au cinéma, parce qu'il aurait peut-être pu trouver son public. Comme tu le dis, dans certains milieux de banlieue et tout, c'est une légende qui est connue. Oui, je pense, oui. Qui se transmet. Donc ça aurait pu peut-être attirer un public. Donc, voilà. Peut-être plus que même The Deep House a eu son public. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, après, il y avait le côté un peu sous-marin, tout ça. Peut-être un hommage
avant l'heure à Avatar 2. J'exagère, évidemment, c'est pas ça. Parce qu'au moment où on fait ce podcast, il y a le trailer d'Avatar 2 qui vient de sortir. Tout à fait, ouais. Tout le monde ne parle que de ça. Nous, on parle de Candy Shop. Voilà. Non, mais c'est intéressant de voir, en tout cas, qu'ils osent un cinéma de genre différent avec ces deux films. Ouais. Parce qu'avant, bon, on avait quand même même si les histoires étaient passionnantes et avaient des bons rebondissements, c'était assez traditionnel. Là, même si dans Candy Shop, il y a beaucoup de références, notamment à Candyman, ça reste quand même une proposition qu'il faut défendre. Ouais. Malgré les maladresses, c'est pas un film malade, c'est un film incomplet, je pense. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien. Il y a trop de personnages aussi. Paradoxalement, bon, on s'en sort, mais rien qui vont être de la chair à canon. Les 3 héroïnes, est-ce que c'était besoin de mettre 3 héroïnes ensemble, tu vois? Je sais pas. On peut se poser la question aussi. Il y a quelque chose comme de représentation réaliste aussi. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que je crois que l'un des morts est portugais d'origine. Oui. Et il faut savoir que Candy Shop elle-même a été massacrée par des soldats portugais. Ouais, tout à fait. Donc, je sais pas à un moment s'il y avait un clin d'œil à ça, probablement. Mais ça nous montre quand même le côté cosmopolite de la banlieue, donc c'est très réaliste. Et de voir aussi des gens qui s'entendent bien avec des origines différentes comme ça. Ça change aussi peut-être de ces films de banlieue où ils se tapent sur la gueule, ils sont pas contents, ils s'insultent parce qu'ils sont pas de la même origine. Ça, c'est du gros cliché. Il y a une communauté globale dans une banlieue qui peut assurer un beau melting pot. Là, autour de chez moi, je m'en rends compte. Donc, ce film, au moins, montre la banlieue de façon positive. C'est ça que pas non bien. plus sur le misérabilisme, même s'ils ont des problèmes, forcément, c'est pas la joie, mais ça passe. C'est ça qui est assez touchant, effectivement. Je trouve que il y a quand même une vision effectivement de la banlieue qui est plutôt positive, avec quelque chose. Il y a une vraie solidarité qui se pose. Alors il y a des petites tensions qui sont montrées, notamment avec alors je sais plus comment s'appelle leur copine pour le coup d'origine africaine, et qui pour le coup dont le père a été un petit peu upgradé en termes de boulot. Donc ils ont leur petit pavillon, en fait, ils vivent plus dans les tours. Et il y a tout ce truc là où ses copines la font chier en s'amusant à la traiter de riche, en fait, et c'est assez rigolo. Elle veut pas leur montrer leur maison parce qu'elle a un peu honte d'être dans un cadre un petit peu plus, on va dire, agréable que celui des tours. Et je trouve que tous ces petits trucs là de montrer même à l'intérieur des banlieues des dissensions, des petites différences, je trouve que c'est assez chouette, parce que finalement, même s'il y a ces dissensions là, il y a quand même il reste une solidarité malgré tout, et je trouve ça assez chouette. Et j'aime beaucoup pour le coup le personnage du papa, qui est un ouvrier un ouvrier qui vient justement qui a un salaire qui a un petit peu augmenté, mais qui reste encore une fois dans une situation qui est pas facile, mais qui fait tout pour que sa fille justement s'en sorte. Et je trouve la relation entre le père et la fille, qui est pas forcément beaucoup illustrée dans le film, il y a pas beaucoup de séquences qui tournent autour, mais elle est vraiment très touchante, je trouve. Ouais, et puis pour revenir à leur relation, ils se balancent des vannes et tout, c'est très réaliste. Faut voir comment les jeunes, des fois, ils se vannent. Pour nous, adultes, si on prend pas de recul, on se dit, mais ouais, ils vont se taper dessus. Non, c'est une façon aussi de créer un lien social. Tout à fait. Donc des fois, oui, ils se balancent des petites pommes pourries là, à travers la gueule. Mais et par rapport à leurs origines aussi, et c'est intéressant, elles se font des vannes par rapport à leur origine, mais ça passe très bien en fait, parce que c'est dans ce cadre-là. C'est ça, c'est qu'elles se connaissent depuis l'enfance, et c'est sûr. Après, c'est toute une question de contexte aussi. Dans le film, on est dans le contexte. Donc ça passe aussi. Donc, ouais, non, en soi, c'est pas un film indispensable, attention. Mais il y a quelque chose qui émane, il y a quelque chose. Il y a des maladresses. C'est vrai que il est facile, j'ai vu certains retours vite fait sur Allociné, il est facile de détester ce film cordialement, bien sûr. Sur des principes, sur 2-3 trucs. Voilà, si on se concentre uniquement sur des stéréotypes et qu'on veut les interpréter de telle manière, il est facile, en effet, de détester le film. Mais bon, parce que oui, souvent d'ailleurs, ceux qui crient comme ça au scandale, c'est que eux-mêmes dans leur tête sont pas à l'aise avec l'idée. Tu vois. Tout à fait. Donc, faut aller plus loin à un certain moment. Et le film, déjà, bon, c'est un délire slasher aussi, mais qui a ce côté mystique de légende là, qui est assez passionnant quand même dans l'idée. Après, voilà, ça aurait mérité peut-être soit plus de grandeur, mais après il y a le budget limité. Bien sûr. Soit peut-être être plus raccourci. Il fallait en faire quand même un long métrage, 1h25, ça reste très raisonnable. Cool, ouais. Mais c'est vrai que je pense quand même, je reviens là-dessus, ça me paraît important, c'est qu'à tomber dans l'hommage à Candyman, volontaire quand même à un certain point, la fin, le début, donc la créature si on veut,
À un moment, s'ils approfondissaient trop, ça finissait en pastiche, pas en pastiche, mais en plagiat. Ouais. Ça finissait par une sorte de plagiat, une sorte de remake à la française, quoi. Mais je pense que même question de niveau droit, ils auraient eu peut-être des soucis. Je sais pas. Hein. Bah, je trouve que c'est un peu la limite du film aussi par rapport à ça, effectivement, c'est que il a une référence quand même écrasante derrière, et que le film n'arrive pas vraiment à s'en affranchir. Alors à l'aune de son mythe, finalement, ça fonctionne bien, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est un mythe différent, qui a quelque chose d'un peu dépaysant, qui a jamais été traité au cinéma, donc c'est chouette. Mais effectivement, en termes structurels, de structure d'écriture, dans la manière dont cette mythologie s'exprime, on a quand même cette référence tout le temps assez écrasante du Candyman de Bernard Rose derrière, qui fait que le film n'arrive pas à transcender vraiment la référence. Et puis comme dans les faits, la mise en scène c'est pas celle de Bernard Rose, l'approche même sociale et politique c'est pas non plus la subtilité ou la puissance de ce que pose Bernard Rose, forcément le film subit un peu la comparaison. Et c'est un petit peu là où je trouve qu'il y a une limite, mais c'est un film encore une fois que je trouve hyper attachant aussi. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on est content d'en parler en tout cas. Oui, bien sûr. Et comment tu le placerais toi dans la filmo pour le coup, maintenant qu'on est quasiment à terme de la filmo, comment tu placerais celui-ci? Ça va être compliqué de les classer. Alors déjà, de plus en plus de mal à faire des classements, même donner des notes. On en parlait en off juste avant, mais c'est un peu l'idée. C'est compliqué. Je pense que je le mettrais paradoxalement devant Leatherface, qui en soi était bien, hein, tu vois. Ouais. Mais il faudra que je revoie The Deep House. Je confirme, j'insiste sur l'idée que pour moi, à l'intérieur est toujours mon préféré. Ouais. C'est-à-dire que dès leur premier, faut dire qu'ils ont frappé fort. Hein. C'est vrai. Un film qui est assez unique. Donc, il serait autour des, aux yeux des vivants, avec ce côté aussi et livide. Enfin, c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est-à-dire que Livide aussi avait un concept intéressant. Oui, tout à fait. Et on sortait d'ailleurs d'un cadre. Bon, c'était Halloween, c'était la Bretagne quand même, mais il y avait une tentative de surprendre. Donc, moi j'aime bien vraiment à ce niveau-là, on peut les saluer parce que chaque film a son ambiance différente. Tout à fait, ouais. Donc là-dessus, je sais pas où ils vont nous mener pour la suite. Je les verrais bien faire un western horrifique, je sais pas pourquoi. Ce serait chouette. C'est une idée comme ça, si vous nous écoutez, messieurs. Un petit western horrifique, et pourquoi pas un film horrifique sur le voyage dans le temps aussi. Et alors, petite question comme ça, j'avais une petite question pour horreur et banlieue. Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que, mine de rien, c'est pas le seul représentant, on a parlé de Candyman. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que t'as des petites réflexions à ce sujet-là? Alors, je l'ai pas vu, mais il me semble qu'il y a Frontière qui touche un petit peu la frontière horrifique entre soucis de banlieue, problèmes sociaux, politiques et horreur. Ouais. Corrige-moi si je me trompe. Non, mais c'est vrai, tout le début se passe en banlieue, effectivement. Et puis bon, après, c'est pas la banlieue, mais on peut penser à certaines... ce principe de l'horreur très pavillonnaire aux États-Unis, c'est une forme de banlieue, mais c'est pas vraiment des banlieues. Par exemple, Poltergeist, quand on y pense, c'est très beau quartier et tout, mais là aussi, l'idée de l'humain qui prend le dessus sur certains endroits où il aurait jamais dû avoir d'humain, du moins vivant. Poltergeist, que j'ai revu il y a pas longtemps, parce qu'il fêtait ses 40 ans. Il y a quelque chose de fort là-dessus. Mais évidemment, Candyman, de toute façon, est très intéressant, parce qu'il y a eu le film de 92, et il y a eu le remake. Tout à fait, ouais. Qui est pas vraiment un remake, d'ailleurs, c'est une suite déguisée, une sorte de requel, c'est un peu la mode en ce moment. Ouais. Qui montre justement l'évolution et la gentrification, donc l'embourgeoisement aussi, des banlieues, ouais. Une certaine caste de la population qui a vécu dans une misère et qui va oublier un peu son passé miséreux et qui va se voir mis ça à travers la figure. C'est intéressant ça, d'ailleurs. Parce que Candyman, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui. Candyman, bon, certes, ça reste dans la misère pour la plupart, mais ça part de l'esclavage et tout. Hein. Et après, on monte l'évolution et ne jamais oublier la souffrance. C'est vrai que les personnes qui réussissent, notamment aux États-Unis, ont tendance à balayer un petit peu la souffrance dans le temps. Le rêve américain, une fois qu'on a réussi, on est au top. Quoi. C'était d'enfouir ça sous terre, comme exactement tu parlais de Poltergeist, comme cette idée aussi de construire au-dessus d'eux et de les enterrer aussi, et que finalement tout finit par ressortir au bout d'un moment. C'est ça, c'est exactement ça. Sinon, là, si t'as d'autres idées, vas-y, balance des titres de films banlieue horrifiques, parce que là, comme ça, là, je suis sûr que tu vas en dire, je vais dire, ah bah bien sûr. J'en ai 2-3 en tête en fait. Citadelle de Ciarán Foy, qui est un très très beau film sur les banlieues, donc c'est un film irlandais.
Et c'est un très très beau film qui traite justement des banlieues, alors de manière très carpenterienne pour le coup, même si on peut y voir notamment effectivement dans le contexte un côté aussi Bernard Rose quand même. Je pense que Candyman n'y est pas pour rien derrière, mais il y a quand même, c'est très carpenterien. Je pense à un deuxième film, et je pense que tu vas être d'accord parce que tu le connais, et en plus j'en ai vu un film hier qui fait écho, qui est récent, qui fait écho de manière directe à ça. C'est pas, effectivement pas les mêmes banlieues, mais c'est toujours cette idée parce que la banlieue c'est intéressant, c'est ce côté aussi, tu dis de ce qu'on met à l'écart, c'est les laissés pour compte. Et pour le coup dans Citadel c'est ça, puisque les banlieues, enfin les banlieues, les bâtiments de cité, les grandes tours sont peuplés de zombies en fait, donc c'est clairement posé comme ça. Donc c'est vraiment ces laissés pour compte et qui se contaminent les uns les autres. Et pour le coup, deux films, donc Le sous-sol de la peur de Wes Craven, et je pense à Barbare qui est sorti récemment aussi sur... Et je pense d'ailleurs au passage à deux autres films qui me viennent comme ça, les deux Don't Breathe aussi, dont le premier de Fede Alvarez, qui traite de ces mêmes types de banlieues aussi, avec ces pavillons mais complètement abandonnés, qui sont vraiment balayés hors des limites urbaines, et qui sont complètement laissés à l'abandon, et où il y a encore quelques fantômes finalement, ou des personnes presque fantomatiques qui y errent, et je trouve que Le sol de la peur et Barbare en parlent assez bien aussi. C'est vrai que Barbare, il y a un côté, en plus on fait le pont entre l'Amérique réganienne et d'aujourd'hui, l'évolution, même si dans Barbare justement, je trouve que c'est pas assez développé. Je suis d'accord. Il y a un sous-texte qui est là pour être, voilà, pour laisser planer un truc, mais bon, on comprend la souffrance aussi de ces laissés à l'écart qui peuvent être en prise avec la folie parfois, et puis on va fermer les yeux dessus, et puis du coup l'horreur reste et marquée à jamais dans ces endroits-là, et après elle se transmet malheureusement à d'autres arrivants derrière. Tout à fait. Et c'est un peu comme, même si ça n'a rien à voir, c'est une autre forme de banlieue à l'écart, mais Amityville aussi, hein, tout à fait, ouais. Qui avait l'héritage aussi, les gens qui arrivent dans une autre maison, comme Poltergeist, mais Poltergeist c'est une maison qui a été construite. Il y a aussi ces maisons qui sont marquées d'anciens fantômes d'avant, qui étaient des gens qui habitaient à l'écart et qui ont été laissés là dans leur misère, même après la mort. Oui, tout à fait. Misère morale. Donc finalement, c'est ça aussi la métaphore des films d'horreur, parfois de fantômes, dans des lieux un petit peu laissés à côté, où on ferme les yeux sur ce qui a pu se passer, que ce soit d'ailleurs des meurtres ou la misère d'antan d'ailleurs. C'est un peu, parfois c'est l'un ou l'autre, et parfois ça se rejoint très bien. Donc non, oui, ça peut être d'ailleurs un sujet intéressant à aborder pour un truc thématique, ça. Tout à fait, ouais. L'horreur de banlieue, l'horreur dans les banlieues. Peut-être proposer ça à notre ami Samir qui a fait je pense. Ciné, qui a fait, allez voir la chaîne Microciné au passage, qui a fait plusieurs émissions sur la banlieue au cinéma. Donc je pense pas qu'il y ait une spéciale horreur banlieue au cinéma, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, pour pouvoir anticiper nos futures discussions de vacances. Tu nous as parlé tout à l'heure de Xavier Jeans et donc de Frontières. Pourquoi ne serait-il pas intéressant, quand nous aurons fini, pour le coup, Julien Maury et Alexandre Bustillo, de nous lancer sur la filmographie de Xavier Jeans. Ça pourrait être, pour rester dans cette idée d'horreur française, même s'il a pas mal tourné aux États-Unis, ça pourrait être intéressant de pourquoi pas se lancer sur la carrière de Xavier Jeans. Et d'autant plus que je crois que je n'ai vu qu'un seul film de lui. Je crois que c'est son dernier, si je dis pas de bêtises. Colskin. Oui, tout à fait. Depuis, c'est possible qu'il ait fait d'autres films. Et il n'a pas fait que de l'horreur, je crois. Hein, non, il n'y a pas que de l'horreur, mais c'est quand même très tourné horrifique, et même ce qu'il a pu faire notamment post-apo avec des films comme The Divide, etc., ce sont quand même des films qui ont des marqueurs horrifiques au sein d'autres genres. Et à pas confondre avec Christophe Gans, hein, c'est pas le... Bien sûr. C'est pas pareil. C'est pas pareil, pas les frères. Ou on pourrait faire Christophe Gans au passage. Si on reste de l'horreur française... Ah mais Christophe Gans, c'est tout un poème. Petite dédicace à l'ami Artopolis, qui aime beaucoup Silent Hill. Et pas du tout le Pacte des loups. Et pas le Pacte des loups, d'après ce qu'on a pu voir. Petite private joke, mais bon, ça restera jamais gravé sur Twitter. En tous les cas, est-ce que tu as des petites choses à ajouter sur ce que nous venons de voir? Ma foi, non, on a été bien complet, et même au-delà d'ailleurs. Bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant dans les discussions libres, c'est qu'on part à droite, à gauche, et on arrive toujours à une finalité, qui est le plaisir de l'échange au cinéma. On est parfaitement d'accord. Eh ben écoute, je te remercie du fond du cœur pour ton concours sur cette filmographie intéressante au demeurant. Et nous nous retrouvons, je pense, très bientôt pour The Deep House, je pense. Peut-être qu'on terminera là-dessus.
Oui, ça va être autour de Noël en plus. C'est le film de Noël non avoué. ça va être notre film de Noël. Ça va faire bizarre, pourquoi pas après tout. Ah bah c'est bien, ce sera frais, il faut... Oui, ça va être très liquide aussi. Et puis on vous remercie tous comme d'habitude de votre écoute et n'hésitez pas bien sûr en commentaire pour donner notre avis sur la filmo de Bustio Mori et principalement ici de Candy Chat. Et puis merci à tous encore, merci à toi Julien et puis à très bientôt. Salut. À la prochaine, ciao. Ciao.